Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. 20 ans après l'île Seguin avec Renault, Aulnay-sous-Bois est le nouveau site automobile sacrifié en France. Peugeot Citroën supprimera au total 8000 postes en France d'ici 2 ans. Les ouvriers crient leur colère et dénoncent leur patron menteur. C'est le premier choc social d'envergure pour le gouvernement qui refuse en l'état la restructuration voulue par PSA. François Hollande fait part de sa vive préoccupation. Le PCF, mais aussi l'ancien ministre UMP Bruno Le Maire demande le rejet de la fermeture d'Aulnay. Interdire les cabines de bronzage purement et simplement, proposition choc du Sénat qui va bien au-delà de toutes les recommandations d'usage. Pour les adeptes des UV artificiels, la mission d'information met en garde contre un futur désastre sanitaire. 4 invités ce soir pour parler de l'avenir du secteur automobile, un spécialiste, un syndicaliste, Eliane Assassi et Philippe Dallier du PCF et de l'UMP, tous deux élus sénateurs de Seine-Saint-Denis, donc le département le plus touché ce soir par la décision du groupe Peugeot Citroën. Un emploi sur 8 supprimé, donc les salariés et l'opinion avaient été préparés depuis plusieurs semaines à cette annonce funeste. L'usine d'Aulnay cessera toute activité. La production de la C3 sera transférée à Poissy, mais d'autres sites du constructeur vont aussi être touchés. Marie Lebon. Ce matin, c'est un véritable choc pour les plus de 3000 personnes travaillant sur le site PSA d'Aulnay-sous-Bois. Après des mois d'incertitude, la nouvelle tombe. L'usine mettra la clé sous la porte à l'horizon 2014. Au total, ce sont plus de 8000 emplois qui seront supprimés dans l'Hexagone. Mais pour la direction du premier groupe automobile français, il n'y aura aucun licenciement sec et les départs se feront sur la base du volontariat pendant 1 an. Ces mesures, je voudrais le réaffirmer ici, sont extrêmement douloureuse, difficile à prendre, et je mesure complètement l'émotion qu'elle provoque. Le groupe ne laissera personne sans une solution identifiée à son problème d'emploi. Face à la baisse des ventes en Europe, le constructeur a également annoncé une perte nette de 700 millions d'euros au premier semestre 2012. Mais peu de temps après l'annonce de Philippe Varin, les salariés quittent les chaînes d'assemblage. Pour eux, ils sont en train de payer les erreurs stratégiques commises par le groupe. On n'a pas vendu Aulnay encore. Vous savez, c'est pas parce qu'un patron annonce la fermeture d'une usine qu'il a gagné. Là, il nous a simplement déclaré la guerre. À la guerre, on va la faire. Outre le site francilien, l'usine de Rennes est touchée par une réduction massive de postes. Près d'un tiers des effectifs y seront revus à la baisse. 3600 postes seront également supprimés hors des services de production sur l'ensemble du territoire français. PSA promet de produire un nouveau modèle à Rennes en 2016, malgré ces suppressions de postes dans cette usine. L'action PSA avait dans un premier temps connu une embellie aujourd'hui suite à l'annonce de la restructuration, mais elle a fini en net repli à moins de 7 € après l'annonce par Arnaud Montebourg que le gouvernement ne laissera pas faire. Personne ne sera laissé au bord du chemin, assure donc, on l'a entendu il y a un instant, le président de PSA, Philippe Varin, mais tout un département anticipe le choc en retour. L'usine d'Aulnay est le poumon économique de Seine-Saint-Denis. Reportage de Paul Bouffard. Le coup de massue dépasse largement les grilles de l'usine. Kader travaille pour Emma France, un sous-traitant du site d'Aulnay. Avec ses collègues, ils sont les premiers fournisseurs de Peugeot Citroën. Ils fabriquent les ossatures en tôle des voitures. Aujourd'hui, l'inquiétude est générale. Ils ont une famille, ils ont des crédits, ils ont acheté des maisons, ils habitent dans le secteur. Donc il y en a qui se sont engagés pour acheter des appartements, donc ils sont vraiment pris à la gorge. Si on n'a pas de garantie, on a des doutes et la crainte des salariés, c'est que si demain ils ferment, nous aussi on peut fermer. L'onde de choc frappe toute la région. 3000 salariés sont licenciés, des clients qui ne viendront plus chez Jean-Louis, boucher depuis 46 ans. La fermeture va fragiliser l'économie locale. Ça peut entraîner la mort des petits commerces, hein. C'est certains petits commerces, c'est sûr. Le café à la sortie de la gare, ça fait quand même beaucoup de personnes qui iront prendre leur café le matin. Vous avez un ramassage d'autobus, c'est pareil, ces personnes-là, c'est fini, hein, le service ne travaillera plus.
400 familles de la commune sont concernées par l'annonce du groupe. Selon le maire, ici les services sociaux sont déjà saturés. Et PSA sur le départ, c'est aussi un manque à gagner important pour les finances de la ville. Le départ de PSA pour Aulnay, c'est 4 millions d'euros en moins au budget annuellement. 4 millions d'euros, c'est 2 crèches en investissement et c'est le fonctionnement pour un an de très gros services comme le service de l'éducation et le service de la prévention sécurité. Devant l'usine, beaucoup de questions restent pour l'instant sans réponse. Combien de salariés seront reclassés? Combien devront finalement quitter la région? Et les réactions politiques se sont multipliées dès 8 heures ce matin, dès l'annonce de ce plan de restructuration et ses conséquences. Le chef de l'État exprime, lui, sa vive préoccupation et demande que les conséquences sociales soient le plus limitées possible. Derrière l'indignation unanime, des nuances dans la vindicte contre le groupe automobile, souvent accusé, on l'a entendu, d'avoir raté sa stratégie industrielle. Sandra Cerquera. Ce matin, au moment où la direction de PSA annonçait son plan social, Jean-Marc Ayrault recevait Arnaud Montebourg pendant 1 heure. Le gouvernement veut se montrer mobilisé sur ce dossier. Un plan de soutien au secteur automobile doit être présenté le 25 juillet par Arnaud Montebourg. L'État a également mandaté un expert chargé d'examiner la situation de PSA. Il s'agit d'abord de savoir ce que sont devenues les aides publiques. On parle de plusieurs milliards d'euros. À quoi ont-ils servi? Comment ont-ils été utilisés? On est en droit aujourd'hui de s'interroger sur la stratégie du gouvernement au cours des dernières années. Vous n'avez pas entendu M. Fillon, vous n'avez pas entendu le gouvernement sur ces questions, en tout cas le précédent gouvernement. C'est-à-dire qu'on a délibérément mis sous le tapis ou masqué la réalité d'une entreprise qui perdait de l'argent, a fait des mauvais choix stratégiques. Pour le Parti communiste, le gouvernement aurait dû prendre les devants et ne pas attendre l'annonce du plan social pour agir. On est dans la version la plus dramatique de ce qu'on pouvait imaginer. C'est un coup dur pour les salariés et puis un coup dur pour l'industrie nationale. Donc je crois que le gouvernement doit prendre immédiatement position. À droite, on attend des mesures courageuses pour relancer la compétitivité, sans pour autant s'en prendre au gouvernement. L'heure n'est pas à la polémique. Là, nous sommes sur un enjeu national et ce qui arrive à PSA pourrait arriver à d'autres entreprises. Et donc, il faut vraiment prendre cette affaire très sérieusement en compte et puis peut-être organiser quelque chose qui ressemble à un accord majorité-opposition sur ces sujets. Pour Marine Le Pen, c'est l'ultralibéralisme de Bruxelles qui est en cause. Le FN réclame l'entrée de l'État au capital de PSA, une solution rejetée ce matin par la direction. La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, a été reçue tout à l'heure à l'hôtel Matignon par le Premier ministre. Elle s'entretient toujours d'ailleurs avec Jean-Marc Ayrault. La Commission européenne se dit prête à examiner les demandes françaises d'aide à l'emploi. Des procédures existent. Il faut d'abord s'assurer que PSA a été victime de la mondialisation. Martin Schulz, le président du Parlement européen, a été reçu tout à l'heure par celui du Sénat, Jean-Pierre Bell. On reprend donc, je vous le rappelle, le dossier PSA dans un instant avec nos 4 invités. Autre préoccupation en matière d'emploi, le laboratoire pharmaceutique Sanofi. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, l'a aussi évoqué aujourd'hui et il a évoqué la suppression envisagée de milliers d'emplois dans ce laboratoire Sanofi. Le bronzage en cabine, il faut tout bonnement l'interdire pour éviter demain la multiplication des cancers de la peau. Alors que les boutiques qui proposent un teint hâlé tout au long de l'année se sont multipliées, c'est la proposition sans nuance de la mission sénatoriale présidée par Chantal Jouanneau. Son rapport vise aussi à empêcher un nouveau scandale de prothèses mammaires. Or, malgré l'affaire PIP, la composition des implants médicaux, ceux qu'on nous met dans le corps, est moins contrôlée, découvre-t-on dans ce rapport, que celle des jouets. Enquête Nathalie Guillouard. De la fabrication à la pose de la prothèse mammaire, le maître mot aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est en tout cas ce que préconise la mission d'information sur les dispositifs médicaux implantables menée par la sénatrice Chantal Jouanneau suite au scandale PIP. Aujourd'hui, il peut y avoir d'autres scandales PIP, mais malheureusement, parce que la réglementation n'a pas encore changé, parce qu'on est sur un système qui considère qu'une prothèse de hanche, c'est équivalent à un jouet et que donc c'est librement échangeable sur le marché européen. De graves insuffisances sont à signaler dans la commercialisation des implants. On appelle ça le forum shopping. Pas d'encadrement ni de vérification, tout se fait sur simple dossier. Cette prothèse pèse 350 grammes, elle vient de l'entreprise Sebin, un laboratoire de prothèses mammaires. Pour Olivier Perrusso, des normes de sécurité essentielles sont à respecter.
La prothèse mammaire, c'est fait d'une enveloppe et c'est fait d'un gel que vous mettez dans l'enveloppe. Ensuite, vous l'obturez. Bon, cette enveloppe est faite d'un certain nombre de couches. Il y a une couche qui est extrêmement importante, qui s'appelle la couche barrière, qui empêche le gel qui est à l'intérieur de perspirer, de sortir de l'enveloppe avec le temps. Donc ça, c'est une chose que la société PIP ne faisait plus. La deuxième chose, c'est l'utilisation d'un gel de grade médical et non pas de grade industriel. À l'Institut du Sein, 500 prothèses PIP ont été posées en 7 ans. Selon ce chirurgien, ce n'est pas à leur niveau que l'on détecte les défauts de fabrication. Est-ce qu'un chirurgien peut déterminer si un implant certifié par un organisme certificateur est frauduleux ou pas? Certainement pas. C'est seulement d'ici 2 ans environ qu'une nouvelle réglementation européenne verra le jour. En attendant, le rapport de Chantal Joanneau préconise la mise en place de registres permettant de suivre la vie des dispositifs les plus à risque. La fin du débat sur le harcèlement sexuel, le vote final à l'unanimité, pense-t-on, doit intervenir tout à l'heure en début de soirée. À l'issue de longues discussions, le consensus l'emporte sur la nouvelle définition du délit et ses sanctions. Thomas Raguet. Il y a 2 mois, il disparaissait du code pénal. Il y fait aujourd'hui son retour. Le harcèlement sexuel sera désormais ainsi défini. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou agissements à connotation sexuelle. La réitération, Madame la sénatrice, c'est le propre même du harcèlement. Certains sénateurs, à l'image d'associations de défense de victimes, auraient préféré une définition simple, ne faisant pas référence au caractère répétitif des avances. Ils regrettent par ailleurs que l'on puisse désormais assimiler à du harcèlement sexuel des comportements uniques qui relèveraient davantage d'agression sexuelle. Sur ce point, la garde des Sceaux s'est voulue rassurante. Il ne s'agit pas d'utiliser cet acte unique pour déqualifier par exemple des infractions plus graves telles que l'agression sexuelle ou le viol qui n'est pas seulement une infraction, qui est un crime. Au final, la majorité se dit satisfaite par ce nouveau texte. Je crois qu'on l'améliore parce qu'on couvre beaucoup plus de cas qu'auparavant. Et puis je crois qu'on l'améliore à cause d'un amendement qui a été adopté hier et qui est passé un peu inaperçu, c'est l'amendement sur la vulnérabilité économique et sociale. Quand vous êtes dans la situation de détresse économique, c'est là où vous êtes potentiellement plus la victime. Donc je crois qu'on a fait un beau travail en ajoutant ce point dans le texte. Une nouvelle définition du harcèlement sexuel qui, sur le fond, fait consensus à gauche comme à droite. Nous sommes d'accord avec l'architecture du projet de loi et ce qui a été retenu, d'ailleurs essentiellement par le groupe de travail et par la commission des lois. Donc c'est le texte qui résultera de nos travaux et bien entendu nous le voterons. Le vote définitif devrait intervenir dans la soirée. L'Assemblée nationale, elle, se prononcera à la fin du mois. François Rebsamen, le président du groupe PS au Sénat, revendique, dit-il, une liberté de débat, mais il annonce qu'il signera la contribution Hérault-Aubry en vue du prochain congrès du Parti socialiste. Il ne dément ni confirme la possibilité qu'il se présente, lui, à la tête du PS. Le Sénat passe au crible les réformes des différentes cartes de ces dernières années. La carte militaire, c'était hier, la suppression précipitée des casernes a provoqué un traumatisme dans l'armée. La carte judiciaire aujourd'hui, une occasion manquée et des conséquences négatives pour les justiciables. Nicole Borvo-Cohen-Seat, présidente du groupe communiste, avec Marie Lebon. Le gouvernement entendait une meilleure organisation, une plus grande efficacité, mais avec la diminution du personnel, le résultat c'est quand même un allongement des délais dans de nombreux tribunaux. Donc de ce point de vue, c'est pas une réussite. Maintenant, personne n'a dit il faut qu'on fasse une réforme tout de suite. Les personnels et les magistrats et les élus ont plutôt dit qu'il fallait une pause avant de se lancer dans de nouvelles réorganisations. Donc ce qu'on a proposé, nous, c'est plutôt de remédier à des dysfonctionnements criants. Voilà, et donc sur certains territoires, en raison de l'éloignement, la demande de justice diminue en raison du découragement des citoyens à saisir les juges, selon ce rapport donc adopté par les différents courants politiques du Sénat. Nos invités, Éliane Assassi, donc sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis, bonsoir. Philippe Dallier, sénateur UMP du même département. Jean-Yves Sabot, secrétaire fédéral de FO, en charge de l'automobile, et Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef de Sport Auto. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je le disais tout à l'heure, vous les avez entendus, les réactions politiques se sont multipliées, bien sûr. Après l'annonce de la restructuration chez PSA, le chef de l'État fait part de sa vive préoccupation. Est-ce qu'il faut y voir un signe d'impuissance, Éliane Assassi ? Je ne sais pas s'il faut y voir un signe d'impuissance. J'oserais dire que les choses restent à construire. Aujourd'hui, non, moi, ce qui me trouble
au-delà de l'émotion et de la colère suite aux annonces de ce matin, ce qui me trouble, c'est que tout le monde aujourd'hui, y compris sur l'échiquier à droite, se dit complètement consterné par la fermeture par les licenciements chez Peugeot et particulièrement la fermeture du site d'Aulnay. Alors que quand même, les choses ne sont pas connues que depuis ce matin. Ça fait un certain temps quand même. Et je vous rappelle quand même que c'est les syndicats qui avaient révélé une note dite confidentielle et dans laquelle on apprenait la projection de la fermeture du site d'Aulnay. Mais pour vous, du temps a été perdu ou gagné par PSA ? Du temps a été gagné par PSA, par la direction de PSA, c'est évident, et du temps a été perdu pour réfléchir à d'autres alternatives. Je rappelle quand même que pour l'heure, il reste 45 000 C3, véhicules C3 à produire, ce qui veut dire 3 ans de travail sur le site d'Aulnay-sous-Bois, 3 ans qui pourraient permettre de réfléchir à d'autres alternatives, à d'autres... cette fabrication va être transférée sur le site de Poissy, qui va également perdre des effectifs. C'est ce que nous avions dit. Nous avions rencontré M. Besson en son temps, il y a pratiquement un an, et tout ça se savait... Alors, Philippe Dallier, est-ce qu'on peut envisager d'empêcher la fermeture d'Aulnay, comme le dit votre collègue? Donc, c'est ce que demande le Parti communiste français aujourd'hui, mais aussi, j'ai vu Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'UMP. Écoutez, empêcher Manu Militari Aulnay de fermer, moi je n'en sais rien. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est effectivement comprendre ce qui se passe. Il y a une certitude, c'est que le marché de l'automobile s'est effondré. La crise est là. Pendant un certain temps, on a soutenu le marché automobile à l'aide de primes. Ces primes se sont arrêtées. Le plus de gens possible ont remplacé leurs véhicules. Et là, on est au bout, j'allais dire, d'un système qui permettait de soutenir le marché. Là, on parle de la demande. Les bénéfices. Mais alors, il y a la question de l'offre. Attendez, on parle de la demande. De quoi parle-t-on? Du fait que l'entreprise, effectivement, n'arrive plus à vendre ses véhicules. Donc, s'il n'y a plus de demande, il y a un problème. Les bénéfices de Peugeot ont été divisés par 2 l'année dernière et on est dans le rouge au premier semestre. Bien évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut effectivement comprendre pourquoi. Et moi j'aimerais qu'on mette sur la table et qu'on compare un peu ce qu'a pu faire Renault et ce qu'a fait Peugeot. Et quand certains disent, pointent du doigt Peugeot aujourd'hui, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que Renault a depuis un certain temps délocalisé beaucoup plus que Peugeot ne l'a fait. Et donc Peugeot est peut-être victime aussi du fait d'avoir maintenu en France un certain nombre d'activités. Et de ne pas avoir pris le virage du low cost comme Renault. Il faut regarder les choses de près, ne pas jeter l'anathème. Que le gouvernement, effectivement, joue tout son rôle, c'est absolument normal. Mais moi, vous répondre ce soir qu'il faut décider d'interdire la fermeture, ça n'a pas de sens. D'accord. Alors, donc avec nous, Jean-Yves Sabot et puis Jean-Éric Raoul, qui connaissent très bien le secteur automobile, l'un comme syndicaliste et l'autre comme journaliste. Jean-Éric Raoul, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'abord sur la stratégie qui a été mise en œuvre par le groupe PSA ces dernières années? Stratégie aujourd'hui contestée par des ministres et par les syndicats. Je ne vais pas me mettre au niveau d'un ministre ou de grands représentants syndicalistes, mais les problèmes stratégiques, on va dire, de PSA aujourd'hui, ils sont les mêmes, grosso modo, que les problèmes stratégiques de tous les constructeurs généralistes en Europe. Donc les constructeurs généralistes français sont un peu plus affectés, on va dire, que ne le sont, prenons Volkswagen, qui est un très grand groupe, beaucoup plus fort. Mais si on regarde Opel, par exemple, ou si on regarde Fiat, c'est strictement les mêmes problèmes. Globalement, il y a une surcapacité de production pour l'Europe et le marché des constructeurs généralistes n'a cessé de se réduire ces dernières années. Ils sont pris dans un étau entre le low cost d'un côté et le premium qui grignote leur part de marché de l'autre. Le premium, c'est-à-dire les marques de prestige, et généralement allemandes. Oui, mais alors quand on dit marque de prestige, on imagine effectivement des très grandes marques de prestige, mais il se trouve que pour prendre les 3 grands Allemands que sont Mercedes, Audi et BMW, ils viennent grignoter sur le territoire des généralistes avec des véhicules d'entrée de gamme qui se mettent en balance de véhicules traditionnellement produits par les constructeurs français. Alors les constructeurs français n'ont rien vu venir. C'est difficile. Je ne peux pas me substituer à eux, mais non, bien sûr. Pour le coup, il y a un souci de stratégie là-dessus. Ah d'accord, il y a un souci, Jean-Yves Sabot, ça vous le dites aussi, il y a un vrai souci de stratégie. Oui, il y a d'autres problèmes, évidemment, liés à ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur automobile. On va en parler. Oui, effectivement. On dit nous aussi qu'il y a un problème de stratégie. Je voudrais d'abord dire, pour commencer, que c'est encore sous le coup de l'émotion, que ce soir on est en mesure de communiquer, nous syndicalistes, et je voudrais d'abord avoir une pensée pour tous nos camarades d'Aulnay, tous ces salariés qui, je le sais, sont vraiment sous le coup du choc. Même si effectivement un certain nombre d'annonces avaient déjà été faites et qu'on pouvait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait effectivement un certain nombre de mesures assez fortes
qui soit présenté. Et quand c'est confirmé, évidemment, le choc, on le ressent directement. Tout à fait. Alors dire également que, d'après effectivement ce que je peux savoir de ce qui s'est passé au CCE ce matin, un certain nombre d'annonces ont été faites, pas encore de manière tout à fait directe, fermeture du site. Je crois qu'il faut, en tout cas c'est notre position, de dire attention, arrêt de la production, ça veut pas dire fermeture. Donc on est prêt, nous, à fermer la porte à aucune discussion. Peut-être à condition que le groupe ne ferme pas la porte à D'aulnay comme ça brutalement. Pour l'instant, le groupe a dit que personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Peut-on le croire? Qu'en dites-vous chacun? Non, Madame. Ce n'est pas possible. Nous avons 3500 salariés à Aulnay. Quand M. Varin, voilà, quand Monsieur et les emplois et les intérimaires et les emplois induits. Mais quand M. Varin dit qu'il n'y aura personne sur le carreau, il parle, si je peux m'exprimer ainsi, il parle des CDI. Il ne parle pas justement de tous ces intérimaires et de tous les emplois induits. Donc, ce sont des milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi à cause de la fermeture de PSA sur le site d'Aulnay. Est-ce que ce groupe n'a pas pris des engagements pour maintenir une activité industrielle à Aulnay, puisqu'il veut lui garder une vocation automobile, dit-on? Non, vous avez des informations? Non, moi je n'ai pas de détails. On va voir. Écoutez, à mon avis, on est au début d'un cycle de négociation. Certes, l'annonce est brutale et elle inquiète, c'est bien normal. Mais maintenant, il faut qu'effectivement que l'État se saisisse du dossier et voit effectivement avec Bruxelles ce qu'il est possible de faire. Parce qu'on sait bien que l'État peut intervenir, mais dans certaines conditions. Certains préconisent l'entrée au capital de l'État, au capital de Peugeot par l'État. Je ne sais pas si c'est une solution. Des aides directes, on sait que ça pose parfois des problèmes à Bruxelles. Écoutez, il faut ouvrir le dossier et voir comment on peut au mieux traiter le problème. Mais une chose est certaine, on ne peut pas le faire en dehors des réalités. Et il faut d'abord comprendre ce qui se passe pour trouver la bonne solution. Parce qu'on peut regretter les uns et les autres, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut en sortir au mieux. Absolument. C'est ça la réalité. Alors, est-ce que d'abord quelqu'un peut m'expliquer pourquoi aujourd'hui Toyota fabrique des voitures dans le Nord et, nous dit-on, les exporte à l'étranger? Oui, effectivement, Toyota fabrique dans le Nord et les exporte, va même fabriquer 25 000 véhicules pour les États-Unis. Hein. Ça, c'est effectivement une information dont on dispose. Donc il y a là, effectivement... Ça veut dire qu'il y a quand même un avenir encore pour le secteur automobile dans notre pays. Le coût du travail dans le Nord est le même qu'à Aulnay. Ça veut dire effectivement qu'il y a un avenir industriel dans l'automobile en France. Ça nous paraît clair. Ça veut dire que par principe, on ne peut pas accepter effectivement une telle annonce de suppression de postes en France, alors qu'on a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée pour que l'industrie automobile ait un avenir en France. Ça veut dire que nous estimons aussi qu'il y a un avenir industriel pour le site d'Aulnay en France, dans l'automobile et même à l'intérieur du groupe PSA. Alors pourtant, on pointe quand même un différentiel dans les coûts de production. Je crois qu'un modèle, par exemple, fabriqué en Slovaquie coûte 700 € de moins qu'un modèle fabriqué aujourd'hui à Aulnay. Comment essayer de contourner cet obstacle, évidemment, qui favorise les délocalisations? PSA produit 45% environ de ses véhicules, la totalité des véhicules qu'il vend dans le monde en France. C'est beaucoup plus en proportion que chez Renault par exemple, c'est beaucoup plus que chez Toyota, etc. Donc Toyota effectivement un exemple intéressant, mais ça reste un micro-exemple comparé à ce que fait Peugeot en France. Donc il y a un vrai problème de compétitivité, c'est pas seulement vrai pour le secteur automobile. Voilà pourquoi nous avions mis sur la table la TVA sociale, quoique certains peuvent en penser. Il s'agit de faire baisser le coût du travail pour rendre plus compétitifs nos modèles. Après, de savoir si les modèles Citroën ou Peugeot répondent mieux à la demande, en tous les cas aux envies des clients, ça c'est évidemment une question qu'on peut se poser. Oui. Moi j'avais plutôt le sentiment que oui, en tant que consommateur français par rapport au modèle Renault. Mais ceci étant dit, on voit bien qu'au bout du compte, malgré tout, ça ne suffit pas et qu'on peut se trouver dans une impasse comme celle-là. Jean-Éric Raoul. Ce que j'ai envie de dire par rapport à la problématique du coût du travail, qui n'est pas ma spécialité de base, malgré tout, on peut relativement facilement absorber le différentiel de coût du travail. Alors peut-être pas avec la Roumanie, peut-être pas avec la Slovaquie, mais avec l'Allemagne, qui est un pays qui est également gros producteur d'automobiles, ou avec l'Espagne, qui reste encore un pays producteur d'automobiles, le différentiel, il n'est pas si énorme que ça. Et pour le coup, évidemment, si on vend des véhicules de bas de gamme, le différentiel, il est visible. Et pour le consommateur, c'est un frein. En revanche, si on arrive à prendre le train du haut de gamme, du premium, des véhicules sur lesquels en plus les constructeurs font de la marge, la question du différentiel de prix, elle devient
pas anecdotique, mais beaucoup plus facile à absorber. Donc il y a malgré tout un vrai problème de choix, de stratégie de la marque. On y revient. Voilà, mais qui rend presque secondaire la question du différentiel de coût de production. Monsieur Sabot, Philippe Dallier nous disait que les résultats de PSA avaient chuté de moitié l'an dernier, et on est dans le rouge au premier semestre. Et la fortune personnelle d'ailleurs de la famille Peugeot a baissé de moitié également en un an. Est-ce que vous estimez que les salariés ont été moins bien traités que les actionnaires? C'est un discours que l'on entend. Oui, je crois qu'on peut pas comparer. Si on se met à comparer la situation des salariés et des actionnaires, ça va nous poser effectivement beaucoup de problèmes. Pour nous, la priorité, ça doit être les salariés. La richesse de l'entreprise, c'est ses salariés, le savoir-faire des salariés. Donc de toute façon, les salariés devraient, dans toutes circonstances, être privilégiés. Et les actionnaires devraient le comprendre, puisque leurs dividendes déclineront effectivement si l'entreprise n'est plus en mesure effectivement de pouvoir gagner des parts de marché, vendre et donc rapporter de l'argent. Qu'est-ce que vous demandez aux élus? Vous en avez deux sur le plateau. Et qu'est-ce que vous demandez aussi au gouvernement? Alors, ce qu'on demande au gouvernement, ce qu'on demande aux élus, d'abord, je crois, c'est de poursuivre effectivement ce travail de filière qui a été initié, d'ailleurs, avec la crise de 2008. Comme quoi, la volonté n'est pas arrivée comme ça, elle est arrivée aussi parce que les difficultés se sont posées. Et je crois qu'il faut, si on veut véritablement avancer, poursuivre ce travail, mais avoir véritablement une volonté. Une volonté industrielle en France. Mais ça, tout le monde l'exprime. Tout le monde l'exprime, mais je ne suis pas sûr que nous, on la sente réellement. Sauf que sans véritable volonté industrielle, je crois qu'on ne va pas pouvoir aller très loin. On regarde effectivement les capacité de l'Allemagne à pouvoir développer sur son propre territoire la production, alors que nous, dans le même temps, on l'a réduit. Il y a manifestement un manque de volonté politique au sens large dans notre pays, qui incombe à la fois, je pense, aux dirigeants des grands groupes, qui, peut-être par facilité, et à courte vue, vont chercher effectivement dans des pays low cost peut-être des profits rapides à accumuler. Et puis manque de volonté aussi politique en matière industrielle, et on assiste nous plutôt à presque trop de constats d'impuissance. Et qu'est-ce qu'on va redouter demain pour Renault quand les modèles Dacia fabriqués dans la nouvelle usine super moderne de Tanger vont déferler en France et seront peut-être préférés par les consommateurs au Renault qui reste produit de chez nous? D'autant que le Logi est un beau véhicule. Oui, oui, j'ai eu l'occasion de le voir, pas cher. Et effectivement, je pense que les salariés français ont du souci à se faire. On est vraiment dans une logique de mise en concurrence site contre site, des sites aux portes de l'Europe ou ailleurs avec nos propres sites. Je pense que cette logique-là est une logique avec laquelle il faudrait rompre. Éliane Assassi, Philippe Dallier, il y a quand même un climat d'unité nationale derrière ce désastre industriel, quand même, non? Je vais laisser répondre ma collègue puisque je vois qu'elle fait la moue. Moi, je vais vous dire que sur un sujet comme celui-là, on ne peut pas rentrer dans les querelles intestines, ça serait absolument ridicule. Je pense qu'il faut regarder l'intérêt national et trouver la bonne solution. Mais la classe politique, vous savez, ça fait 15 ou 20 ans qu'on est face au problème de la mondialisation. Et puis on a toujours reculé le moment de discuter des vrais problèmes. La compétitivité de notre industrie, on a seulement... Il y a 18 mois abordé le sujet avec la TVA sociale. Et on ne l'a pas tranché, ça a été repoussé d'un revers de main. Éliane Assassi, vous comptez sur le gouvernement de gauche pour agir efficacement? Moi, je ne suis pas contre les rassemblements et transcender les clivages politiques, mais pour savoir quel objectif on s'assigne. Or, je ne suis pas sûr qu'on s'assigne tous le même objectif. Merci à tous, c'est la fin de cette édition. Demain, Delphine Girard vous présentera le dernier 19h de la saison, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver, moi, à cette heure-là, à la rentrée, à partir du début du mois de septembre. Bonsoir et bonnes vacances.
On connaît son pas lent, ses képis blancs, ses voix graves et ses tabliers de sapeur. On connaît ses exploits militaires chaque fois qu'elle est engagée partout dans le monde. On vient surtout l'applaudir tous les ans le 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'est la Légion étrangère. Mais à quoi sert aujourd'hui cette troupe d'élite dans l'armée française? Eh bien, ce sera le débat de la semaine sur Public Sénat, juste après le documentaire signé Marcella Ferraru, Français par le sang versé. Le débat, samedi à 23h sur Public Sénat.